Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, comme nous l'avons mentionné au début de notre rencontre, M. Hicham El-Ramli, citoyen égyptien. Monsieur Hicham El-Ramli, vous êtes analyste politique et donc tout d'abord, en ce qui concerne cette demande avancée par le chef de l'État aux Nations Unies face à la 73e ou la 74e Assemblée générale des Nations Unies sollicitant la création d'un système d'assurance maladie universelle. En quoi consiste ce système universel? Avant de parler de ce système universel, on doit parler de la vraie maladie du monde. À travers des siècles et des siècles, les guerres qui étaient prévues sont des guerres économiques pour exploiter les peuples, exploiter leur pays, exploiter beaucoup de choses. Il y a même des maladies créées pour en profiter des médicaments vendus à ces pays. Ça, c'est globalement. À travers les dizaines d'années dernières, il y a eu beaucoup de maladies, surtout dans le continent africain et bien sûr en Égypte, comme le virus C, qu'on a complètement, à peu près fini dans l'Égypte, et on aide nos frères africains maintenant. En voyant tout ça, il y a un nouveau standard qui se met par les Égyptiens, ou par le gouvernement égyptien, ou par les cerveaux égyptiens, pour changer l'attitude de cette exploitation et de ces pirates de cette étoile. Tout ce qu'on veut, du début que son Excellence le Président est venu en Égypte, il a eu des buts parallèles. La sécurité nationale, la sécurité personnelle, la sécurité médicale, la sécurité alimentaire. Si vous voyez, tous les travaux et tous les méga-projets qui se sont faits sont complètement parallèles pour achever un propre environnement à notre peuple et à nos frères africains. Donc, quand on parle de sécurité médicale, du point de vue mondial, c'est vraiment la vraie cause d'être un humain. C'est de protéger la santé des humains d'une façon facile, sans les exploiter, sans leur donner de l'espoir à être guéris. Ce système est bâti ou basé à donner les services nécessaires à tout le monde, ou tout le peuple qui ont besoin de ce service, en Égypte et hors d'Égypte. Oui. Et alors, dans quelle mesure pensez-vous que ce système est réalisable, que ce soit dans le prochain délai ou dans un délai lointain, concernant tous les aspects techniques, humains, médicaux, financiers, c'est-à-dire, ça va garantir une couverture totale du citoyen égyptien à l'intérieur et à l'extérieur? Oui. Le premier exemple, c'était à Port Saïd. Et ça s'est très bien fait jusqu'à maintenant. Et de ce point-ci, ça va passer à tous les gouvernements de l'Égypte pour couvrir la santé de tout le peuple égyptien. Et en même temps, ce système sera mené aux pays africains pour leur aider, parce que les Africains ont été tellement exploités par les colonistes et par tous les pays qui ont exploité ces pays. On va leur aider. Est-ce que vous savez que dans l'Afrique, il n'y a pas de vrais hôpitaux jusqu'à maintenant? On va leur aider à faire ce système, parce que l'Afrique, c'est nos racines, ce sont nos frères. Donc, ce n'est pas simple à faire ce système, mais dès que vous avez fait le prototype de ce système, ça va passer à tous les gouvernements. Oui, les moyens, on a les moyens. La première chose qui peut être un obstacle, c'est les ressources humaines, les docteurs et les infirmiers qu'on a besoin, les ressources humaines pour passer on les a. Mais on a un problème qu'on doit balancer leur salarié, leur salaire, beaucoup de choses pour vraiment leur faire l'environnement propre pour passer ce système d'une façon impeccable. Oui, et l'initiative a commencé à Port Saïd. Oui. D'abord, pourquoi Port Saïd tout particulièrement? Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Port Saïd, mais Port Saïd est un pays qui est sur le coin du continent
et qui a été pendant des dizaines d'années oublié dans beaucoup de domaines. Ils ont fait la guerre depuis 56, 67. Ils ont passé à des moments très durs. Peut-être ils l'ont choisi pour Saïd de cette façon, et parce que c'est la porte du Sinaï. Ça doit être très bien fait pour ne pas passer d'autres problèmes ou d'autres épidémiques ou d'autres maladies au peuple du Sinaï. Finalement, vous avez évoqué le Sinaï. Il faut dire que tous ces projets découlent de la victoire du 6 octobre qui, par la suite, a fait en sorte que nous étions capables de nous ressaisir et d'aller de l'avant. Il y a eu plusieurs phases, plusieurs régimes, mais finalement, c'est grâce à l'état de stabilité et à l'état de paix que nous avons réussi finalement à avoir des stratégies de long terme. Oui. Ça c'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment la paix? Est-ce que vraiment on a eu la paix? Peut-être on a fait la paix avec les Israéliens, mais est-ce qu'on est en paix? Évidemment, il y a toujours des défis. Bien sûr. Et ça va exister toujours. L'Égypte, c'est le grand trésor. Il y a toujours de défis, il y a toujours la guerre entre le noir et le blanc, entre beaucoup de choses. Et c'est le grand trésor. On fait la guerre maintenant avec le terrorisme. On n'est pas en paix. On fait la guerre à beaucoup de choses. Et beaucoup ces pirates essayent de re-rentrer en Égypte et de faire des obstacles et ou d'exploiter, de nous exploiter. Tout ce qui se passe maintenant, c'est pour vraiment avoir la paix. Effectivement, et de toutes les manières, les défis ne vont jamais être éliminés à 100%, c'est la vie. Ouais. Rien d'autre à faire. Ouais. Mais l'Égypte est à la hauteur. Oui. Une initiative importante. Bon, comme vous l'avez dit, ils ont commencé à Port Saïd et ils se sont donné plusieurs années afin de propager cette initiative. À votre avis, ce projet pourrait couvrir le pays, ce projet d'assurance maladie, dans combien d'années? Je crois que dans 2 années, ça sera suffisant parce qu'on a les outils pour vraiment faire ça. Le plus grand problème, c'est les ressources humaines. Le financement, comme on a financé le canal de Suez, comme on a financé beaucoup de choses, on est capable de financer ça. Mais le système doit être impeccable, parce que ça a à faire avec la santé de notre peuple. Le système doit être imperméable, doit être très efficace et très simple, pour que le peuple ou les gens, les citoyens, n'ont pas de problème à refaire leur santé. Et une autre initiative était très importante, c'est l'élimination de l'hépatite C. Cette initiative a réussi à 100%. Comment évaluez-vous cette initiative? Nous savons qu'elle a eu ses fruits, mais en matière de vitesse, en matière d'ampleur et en matière d'exactitude. Cette initiative, il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont maintenant en chemin, qui est concernée avec l'ophtalmologie, avec beaucoup de choses qui se passent. Mais cette guerre contre l'hépatite C est quelque chose d'incroyable. Et il y a beaucoup de signes qui montrent au monde qu'est-ce qu'on a fait. Premièrement, on a diminué le coût d'être soigné au minimum, qui ne dépasse pas le 10%. Deuxièmement, en 3 mois, le malade est complètement guéri. C'est quelque chose d'incroyable. Et à faire à peu près 2 millions dans ces 2-3 années, complètement guéri, je crois que c'est quelque chose de magnifique et d'incroyable. Et que les gens d'Europe, les Espagnols, Messi, le footballeur, il est venu ici parce qu'il voulait que 30 000 Argentins viennent pour se faire guérir ici. Donc vous avez fait un nouveau système et une nouvelle porte du tourisme médical en Égypte. Et vous avez fait un record, je crois que personne, n'importe quel pays ne l'a fait en avant.
Et finalement, une délégation égyptienne est partie au Tchad pour appliquer cette initiative, pour la mettre à exécution, pour la mettre en exergue. Et on est sur la voie de la propager dans les différents pays africains. À votre avis, est-ce qu'il y aura des défis à la mise en exergue de cette initiative dans les différents pays africains? Non, je ne crois pas. Et ce n'est pas seulement ce qui est officiel, c'est le Tchad, mais il y a beaucoup de docteurs dans la plupart des pays africains qui ont été demandés. Beaucoup de pays, il y a beaucoup de docteurs qui travaillent là-bas maintenant. Le défi, c'est la sécurité personnelle de ces personnes, mais avec les Égyptiens, je crois qu'on est très bien aimés avec nos frères africains. On se comporte très bien là-bas et on se mène d'une façon simple. Et on est bien aimés et on les aime bien, nos frères africains. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. La plupart des pays africains ont des polycliniques très petits. Ils ont besoin de cette sécurité médicale. Une autre initiative importante qui englobe toutes les initiatives, c'est l'initiative baptisée Une vie digne. 100 milliards de livres égyptiennes ont été consacrés à cette initiative. Il faut dire que l'État a consacré 103 milliards de livres égyptiennes pour l'initiative baptisée Une vie digne, lancée par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, en mars dernier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la première conférence sur cette initiative baptisée Une vie digne, une initiative qui accorde un vif intérêt à l'amélioration des services dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la société et de l'habitat. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Dans le cadre de la première conférence de l'initiative Vie digne, le chef de l'État a demandé aux jeunes responsables de l'initiative la nécessité d'achever le développement des villages de manière totale, sans attendre des fonds et sans attendre non plus l'an prochain. Commentant l'allocution d'un des membres de Vie digne dans un village du gouvernorat de Bahira, le président a dit « Nous ne devons pas attendre les fonds financiers, nous devons entièrement développer le village et sans attendre l'année prochaine. » Et Sisi a noté que l'État ne peut à lui seul développer les régions les plus pauvres, ajoutant au sujet de l'éducation que l'Égypte avait besoin d'environ 250 000 classes pour un coût de 125 milliards de livres égyptiennes. Et le chef de l'État de renchérir, il y a 5 ans que j'avais demandé une somme colossale pour le fonds Vive l'Égypte, une grosse somme que je pourrais exploiter loin du budget de l'État qui assume plusieurs fardeaux. Pour régler ces questions, nous avons besoin de fonds afin de les couvrir. Au sujet du dossier de la démographie, il a fait remarque que la responsabilité de la famille n'est pas uniquement de présenter aux enfants la nourriture, mais des soins complets, ajoutant que la question est bien plus importante que le simple fait de nourrir des enfants, et d'appeler le peuple à prendre conscience de ce problème et de prendre part à la solution. Pour sa part, le Premier ministre Mostafa Madbouli a assuré que le problème à la campagne était de présenter des services à des millions de personnes, à l'instar du service de drainage sanitaire. S'adressant aux habitants des villages les plus nécessiteux, il a affirmé « Nous sommes à vos côtés, c'est la responsabilité de la société entière et non du gouvernement seulement. » D'où nous avons besoin de rallier les rangs de toutes les institutions de l'État, a-t-il ajouté, et de conclure que cela était nécessaire pour créer des opportunités d'emploi et améliorer la qualité de vie dans ces villages. L'initiative baptisée Une vie digne est une grande initiative englobant plusieurs projets et plusieurs sub-initiatives. Une vie digne, ces détails. Avant que je parle de la vie digne du futur, je vais parler de la vie digne d'avant. Avec mon non-respect à tous les espions qui sont venus en Égypte pour savoir le secret des Égyptiens et de savoir comment pénétrer ce peuple, ils n'ont pas réussi à savoir ce secret
de cette solidarité sociale que nous avons. Avec les équations économiques, ce peuple, la moitié de ce peuple devait mourir depuis 50 années. Mais on a une solidarité sociale qui a balancé la vie à travers ces dizaines d'années. La vie digne, cette fois, ça vient du gouvernement, de la tête du gouvernement, son Excellence le Président. C'est d'offrir une vie digne à tout le peuple qui a besoin de cette vie ou qui manque de services social, médical, environnemental, n'importe. Je crois que ça, c'est la plus grande, la plus importante initiative à faire dans les 2-3 années prochaines, pour vraiment faire sortir ce peuple à un nouveau standard de vivre et d'une façon propre et digne. De toutes les manières, comme son nom l'indique, c'est une initiative très importante. Et ceci nous mène à parler des projets de bidonvilles. Oui, les bidonvilles constituaient un problème grandiose en Égypte. C'était vraiment une bombe qui devait exploser à n'importe quel moment. Et donc ça, vraiment, ça fait partie des projets très respectables ayant été tenus en Égypte. Car vraiment, ces gens-là méritent une vie digne. Oui. Même si à l'origine, les bidonvilles ont été faits d'une manière, la mainmise sur le terrain d'une manière illégale, mais finalement, ce sont des gens qui sont restés... Des humains qui vivent dans un environnement pas humain. Oui. Alors, on aimerait parler un petit peu des projets concernant les bidonvilles. Alors, ces bidonvilles se transforment en autre chose. Alors, en quoi consiste... On entend parler d'unités de logement. Alors, où sont ces unités de logement? La plupart, depuis de Assouan jusqu'à Marsa Matrouh, il y a des nouvelles constructions pour amener ces gens-ci là-bas et leur donner une vie propre avec des écoles, des mosques, des églises, des clubs, un endroit où ils peuvent jouer. C'est un transfert d'une façon complète à ces gens-ci. En même temps, si on dit si on parle d'une porte économique, ces projets, ces bâtiments ont coûté de l'argent. Mais les terrains qui tenaient ces bidonvilles coûtent beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux bâtiments, des hôtels dans ces endroits qui vont récupérer cette coût économique et en même temps, le standard de ces gens a complètement changé. Comme à Maspero, là, à côté de notre bâtiment, on va faire quelque chose d'incroyable, qui est comme Dubaï par exemple, avec des bâtiments très propres, très sophistiqués, et donner au centre-ville un nouveau marque d'excellence, des bâtiments qui sont bien faits. À votre avis, est-ce que les gens étaient réticents au départ, ne voulant pas quitter leur domicile? Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir l'espoir ou une crédibilité. Mais quand ils sont allés et vu les bâtiments, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. C'est normal quand quelqu'un, vous l'arrachez il est resté là-bas pour... Mais qui, bien sûr c'est l'État qui l'a fait, mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu vraiment un budget consacré à cela? C'était pas question de budget. Il devait avoir le budget parce que c'était une sécurité nationale. Cet endroit, c'est comme vous avez très bien dit, ce sont des bombes exploitantes à n'importe quel moment. Ce sont des endroits qui ne sont pas humains, avec des gens qui sont vraiment... Vous ne pouvez pas savoir ce qui vit là-bas. Donc c'était une priorité maximum de les faire amener et avoir une liste de ces gens et les connaître. Il y a des gens qui n'ont même pas de carte de naissance. Alors il y a beaucoup de choses qui sont très importantes du point de vue sécurité, leur sécurité et notre sécurité. Parmi les projets grandioses, si ce n'est pas vraiment un des plus importants, c'est le nouveau canal de Suez qui symbolise le triomphe
de la volonté égyptienne. De sa création à sa nationalisation, le canal de Suez a représenté et continue de représenter un pilier de l'économie égyptienne. Si on parlait souvent de l'ancien canal de Suez, inauguré en 1869, aujourd'hui, nous parlons de l'exploit historique du nouveau canal de Suez. On en est à 4 ans déjà. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le creusement d'un nouveau canal représente une grande épopée nationale qui s'ajoute aux belles épopées réalisées par le peuple égyptien. Pour de longues décennies, le canal de Suez n'était qu'une voie navigable pour le commerce entre l'Orient et l'Occident. Une artère maritime creusée dans le sable et qui souffrait du manque de centres logistiques. Presque 30 navires y passaient et les gros navires n'y pouvaient pas passer. Malgré toutes les tentatives de creusement et de création d'autres voies, les revenus ne dépassaient pas 1,9 milliard de dollars en 2000 avant de bondir à 5 milliards en 2013. En 2014, la zone est transformée en une zone d'attraction des investissements. La zone économique du canal de Suez, la SCZ, fait partie des méga-projets décidés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour relancer le développement économique de l'Égypte. L'objectif ambitieux affiché par les autorités est de concentrer 30% de l'activité économique de l'Égypte, de générer 100 milliards de dollars de recettes annuelles pour l'État, créer 1 million d'emplois nouveaux, et d'accueillir 2 millions de nouveaux résidents pour devenir une des 7 plus grandes zones économiques mondiales à l'horizon 2035. La SCZ doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez afin que le canal ne soit plus uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis ainsi qu'avec de nouveaux projets. L'attrait principal de la SCZ est sa location sur un axe maritime qui joint 3 continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises. En vertu des accords de libre-échange signés par l'Égypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie et dans tout le monde. Mais maintenant, de 50 à 70 navires environ passent après l'inauguration du nouveau canal de Suez. Il est prévu que le nombre de navires qui y passeront atteigne 90 d'ici 2023.